Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. L'heure du bilan pour le G20 de Pittsburgh. Doit-on parler de déclaration ou de mesures concrètes? Les bonus seront en tout cas désormais encadrés. Des questions et des réponses avec notre invité, l'économiste Daniel Cohen. Nous reviendrons sur ce secret qui avait été bien gardé et qui est aujourd'hui dévoilé. Johnny Hallyday a été opéré cet été d'un cancer désormais guéri. Il a repris ses concerts hier soir à Lille. Une panne électrique provoque de nombreux retards sur les lignes TGV dans le nord de la France. La nuit dernière, les passagers d'un Eurostar en provenance de Londres sont arrivés avec 6 heures de retard à Paris. La question qu'on saute ce samedi est coup de projecteur sur les abonnements d'offres de télévision, d'internet et de téléphonie. La guerre des prix est ouverte et est-il toujours aussi difficile de se désabonner d'un opérateur? Un samedi de sport avec le top 14 aujourd'hui et le choc entre le Stade français et Toulouse. Perpignan s'impose face à Clermont. Et puis le mondial de cyclisme, Gianni Longo était en petite forme aujourd'hui. Enfin, un bébé de toute beauté, vous découvrez l'exposition qui lui est consacrée alors que l'icône des années 60 fêtera lundi ses 75 ans. Brigitte Bardot qui, depuis des années, préfère l'ombre à la lumière. Merci d'être avec nous et avant de développer ces titres, cette information tout d'abord qui nous est parvenue il y a une demi-heure. Une fusillade entre bandes s'est déroulée cet après-midi dans un quartier de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Des échanges de coups de feu qui ont fait 2 morts. Peu d'éléments pour le moment. Nos équipes sont sur place et on les retrouvera dans ce journal dans quelques instants. Revenons donc sur ce secret qui était bien gardé, qui concerne l'une des personnalités préférées des Français. Johnny Hallyday a fini par lever le voile sur une opération qu'il aurait subie cet été. Fini la rumeur, il parle lui-même d'un petit cancer qui est désormais soigné et qui est derrière lui. Le chanteur était d'ailleurs sur scène hier soir à Lille pour la reprise de ses concerts. Pascal Deschamps, Nicolas Corbar et Marie Cros. Non, elle peut pas. Non, vous rigolez. Ému, ce fan de Johnny Hallyday auquel on vient d'apprendre la nouvelle. Ému et incrédule, comme tous ceux qui viennent d'assister à son concert lillois. Vous venez de l'inventer maintenant ou quoi là? Il est en pleine forme, arrête. Un peu surpris là, et puis bon, tout de suite vous m'avez rassuré, donc ça m'a fait grandement plaisir. Sur scène, Johnny a comme d'habitude tout donné. Et s'il n'a pas chanté « Je suis un survivant » ou « Laisse-moi une chance », il aurait pu. Car la nouvelle est vraie et c'est lui qui la donne dans les colonnes de Téléstar. À l'occasion d'un bilan de santé, dit-il, les médecins ont découvert que j'avais un petit cancer sur le côlon. On me l'a donc enlevé et c'est fini. Une révélation faite il y a quelques jours à Toronto. Je voulais attendre 24 heures ou 48 heures pour savoir si l'entourage de Johnny réagissait ou si Johnny nous demandait de ne pas passer l'interview. Ce qui arrive parfois, vous savez, lorsqu'il y a un entretien qui se passe bien entre un artiste et un journaliste, l'artiste en confiance se confie parfois un peu plus qu'il le souhaite et parfois après il regrette. La nouvelle apporte en tout cas un point final à la rumeur de l'été. Hospitalisé après une chute début août, Johnny a dû subir un check-up complet à la demande de ses assureurs, comme l'expliquait alors son producteur. L'accident de Jackson a vraiment coûté très cher d'abord aux assureurs et donc les a alertés sur de ce genre de contrat. Et évidemment, ils ont demandé des examens très approfondis. Je dois donc la vie à Michael Jackson, conclut Johnny, qui est reparti enflammer les cœurs des rockers français comme si de rien n'était, jusqu'en février prochain. Dans l'actualité de ce samedi maintenant, un débris d'aile de l'un des 2 Rafales qui se sont abîmés en mer Méditerranée a été retrouvé aujourd'hui. Le signal des balises a été également perçu. En revanche, toujours aucune trace du pilote disparu. Hier soir, ce sont des centaines de passagers de TGV qui ont dû s'armer de patience. La raison de tout cela, une panne électrique dans la région de Lilloise qui a provoqué d'importants retards sur l'ensemble du trafic nord. Et notamment, vous allez le voir, pour un Eurostar parti de Londres à 19h31 et qui est arrivé à Paris à 5h ce matin. Reportage et réaction avec Marianne Masse et Alexis Jacquet. 3h30 ce matin, distribution de plateaux repas sur le quai de la gare. Cela fait plus de 5 heures maintenant que ces passagers subissent l'incident sans savoir vraiment ce qui se passe. Le train est arrêté il y a 200 mètres, sous un tunnel, impossible de joindre quiconque, impossible, pas de téléphone qui passait. À 200 mètres, il s'est arrêté, on a attendu 5 heures à 200 mètres du quai. Au départ, c'était supposé être un caténaire qui était brisé. Si c'était le cas, je vois pas pourquoi est-ce qu'on peut pas repartir maintenant qu'on a été tracté. C'est apparemment une caténaire qui s'est rompue, stoppant net 2 Eurostars avant leur arrivée en gare de Lille. Dans le premier, 460 passagers pour Bruxelles ont été réacheminés en car vers la Belgique. Dans le second, 590 voyageurs pour Paris ont dû patienter dans le noir et la chaleur. On ne pouvait pas respirer. On est resté là presque 2 heures sans aucune information. On ne pouvait pas ouvrir les portes non plus.
C'était comme si on était dans un tunnel. Il faisait vraiment très chaud à l'intérieur. Ça commençait d'ailleurs à devenir dangereux pour les enfants. Moi, j'étais très inquiète pour mon bébé. Il était tout déshydraté. On est soumis à des règles de sécurité très strictes au niveau circulation. Et là, la nuit, tout est fermé. La ligne à grande vitesse est fermée la nuit. Donc, il faut la rouvrir. Il faut arrêter les travaux. Les gens travaillent sur les voies. On arrête tout. Finalement, vers 4 heures, la SNCF a fait venir un autre Eurostar pour acheminer les voyageurs sur Paris après une bonne nuit de voyage. De 7h à 6h du matin, ça fait 10 heures. Voilà, très efficace. 5 heures, Paris, gare du Nord, le marathon prend fin. Le trafic a été perturbé en tout début de matinée, mais ce midi, tout est rentré dans l'ordre. La fin maintenant du sommet du G20 de Pittsburgh et c'est l'heure du bilan. Le premier point, selon les observateurs, c'est déjà le fait que ce rendez-vous des grands de ce monde est devenu incontournable dans un contexte économique si fragilisé. On en parlera avec notre invité, l'économiste Daniel Cohen, dans un instant. Mais avant cela, les annonces, les mesures, que faut-il retenir? Réponse avec Jean-Paul Chapelle. Ils sont 20 sur la photo et représentent 85% de la richesse mondiale. À Pittsburgh, ils ont décidé de devenir le gouvernement économique de la planète. Première décision, des règles de précaution plus contraignantes pour les banques et en particulier une limitation des bonus, ces salaires variables parfois faramineux accordés aux traders. C'était une demande pressante de Nicolas Sarkozy qui a obtenu satisfaction. Autre engagement du G20, la réforme du Fonds monétaire international qui sort renforcée. Plus de place pour les pays émergents. La Chine, par exemple, verra ses droits de vote augmenter au détriment de certains pays européens comme la France. Enfin, les chefs d'État se sont mis d'accord pour maintenir leur plan de relance de manière coordonnée. Pas question de réduire ces soutiens budgétaires alors que les signes de reprise sont très timides. La crise n'est pas terminée. Et avec nous donc l'économiste Daniel Cohen. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va essayer de voir cela en 3 questions. C'est dur, 3 questions pour ce G20. On a tendance parfois à dire que ce type de rendez-vous, ça sert à pas grand-chose, à rien. Vous ne faites pas partie de cela, je crois. Non, en effet, je pense que c'est une bonne nouvelle que les autorités du monde entier aient réagi à cette crise en cherchant à renforcer les éléments de coopération qui peuvent exister entre eux. C'est la bonne nouvelle de cette crise. Le fait de se voir, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une chose de réaffirmer son engagement dans les institutions multilatérales. Le FMI est renforcé, on a triplé ses ressources. Face à une même crise dans les années 30, on avait assisté à un mouvement exactement inverse. À l'époque, les gouvernements, les États s'étaient repliés sur eux-mêmes, on avait une montée du protectionnisme et finalement la guerre. Là, la direction est différente, c'est tout de même un soulagement. Parmi les décisions concrètes, il y a celle qui concerne les bonus. C'était une envie, une volonté de Nicolas Sarkozy. C'était une victoire pour lui ou pour la France? Une victoire symbolique. C'est une victoire symbolique, mais personne ne peut croire que c'est ça qui va révolutionner le monde. D'abord, les bonus ne sont pas plafonnés, ils sont encadrés dans la façon dont ils sont distribués, comme le président d'ailleurs l'a annoncé, échelonnés sur 3 ans avec des clauses de reprise. Bon, à part la clause de reprise, échelonnés sur 3 ans et payés en actions par exemple, c'est ce que font déjà les grandes banques. Donc ça, c'est pas un facteur révolutionnaire. 5% de la main-d'œuvre dans les banques réalisent 40% du total des profits de l'économie américaine, c'est cela? C'est ça, et c'est ça qui est délirant, c'est ça qui ne peut pas continuer. Et pour éviter que ça reprenne, il faut vraiment rentrer en profondeur dans la réforme des institutions financières. Il faut être beaucoup plus exigeant dans le niveau de capital que ces banques doivent mettre en contrepartie de leurs risques. Ça a été annoncé, mais en gros, on attend que ça soit fait pour 2012. Donc on n'y est pas, mais bon, il y a un calendrier qui est annoncé. Une dernière question, elle n'est pas $1 milliard, elle n'est même pas €1, mais elle est compliquée. Est-ce qu'on s'approche de la fin de la crise ? Est-ce qu'on peut véritablement faire une prospective sur tout cela ou pas? On est au début du processus qui doit mener à la fin de la crise. Et c'est une des choses importantes qui a été dite. La crise n'est pas finie, la montée du chômage va continuer. La demande mondiale aujourd'hui est soutenue presque exclusivement par les déficits publics. La pire erreur, ce serait de se dépêcher, de considérer comme par exemple les Japonais l'avaient fait dans les années 90 que c'est fini, le déclarer trop tôt et du coup réenclencher un cycle baissier. Et on va suivre tout cela. Merci Daniel Cohen de nous avoir expliqué un petit peu mieux ce sommet du G20. Merci beaucoup. En bref, à noter aujourd'hui la double réponse iranienne après les menaces de sanctions de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne suite à la découverte d'un nouveau site d'enrichissement d'uranium. L'Iran qui a apparemment accepté que ce site soit placé sous la surveillance de l'AIEA, mais qui annonce en même temps que dès demain, l'armée effectuera des tirs de missiles afin d'améliorer la dissuasion de son pays.
En Allemagne, on vote demain pour les élections législatives, élections qui seront suivies bien sûr par l'Europe entière. La question est de savoir si Angela Merkel, qui a tenu ce midi son dernier meeting, sera confortée dans son poste de chancelière. On va tout de suite prendre la direction de Berlin, retrouver notre correspondant Arnaud Boutet. Bonsoir Arnaud. Alors le risque est minime pour Angela Merkel, son parti est toujours en tête dans les sondages. La question est plus, avec qui va-t-elle gouverner à l'avenir ? C'est vrai, et le dernier meeting d'Angela Merkel l'illustre assez bien, puisque la chancelière a demandé aux conservateurs d'utiliser les dernières heures de la campagne pour tenter de convaincre le tiers des électeurs qui, selon les sondages, n'ont pas encore fixé leur choix. Alors certes, Angela Merkel est quasiment sûre, pas certaine, mais à de fortes chances d'être réélue chancelière. La question est la suivante, avec qui va-t-elle gouverner? Le résultat de demain est très important et le score réalisé par les sociodémocrates d'un côté et les libéraux de l'autre va en quelque sorte définir le futur tandem. Soit nous aurons une coalition droite-droite, comme réclame la chancelière, une coalition avec ses alliés, soit, seconde hypothèse, une coalition avec les sociodémocrates, un mariage de raison, une cohabitation à l'allemande, que les électeurs connaissent bien, puisque depuis 4 ans déjà ce tandem dirige le pays, et certains considèrent même que ce tandem a porté ses fruits dans certains domaines, et qu'en période de crise comme aujourd'hui, ce tandem rassure. Merci Arnaud, et à demain. On va maintenant suivre votre reportage sur le fossé qui existe toujours aujourd'hui entre certaines villes de l'ex-RDA et le reste de l'Allemagne. Certaines agglomérations ont réussi à s'émanciper, se moderniser, d'autres en revanche restent très éloigné, vous allez voir, de ce développement économique. Reportage donc avec Arnaud Boutet et Robert Schramm. Par endroits, c'est une cité fantôme, des immeubles quasiment vides où seuls quelques noms figurent sur les sonnettes. En 20 ans, Hoyerswerda a perdu la moitié de sa population. Dans cette cité dortoir, beaucoup prennent la route de l'Ouest pour travailler ou simplement étudier, comme Bastien, futur designer. Il part et peut-être ne reviendra pas. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait aucune perspective pour revenir ici. Rester, un choix, celui de ses parents. Mais son père travaille à Berlin, 5 heures de route tous les jours. Je dois rouler beaucoup, c'est fatigant. Le temps que je passe sur la route ne fait pas partie de mon temps de travail. La ville minière a pourtant connu ses heures de gloire, mais il ne reste que les fresques. Et au loin, l'usine n'emploie que 2000 personnes, 10 fois moins qu'il y a 20 ans. À Hoyerswerda, les retraités ont remplacé les ouvriers. 1 habitant sur 3 a plus de 60 ans. Je pense qu'il faudra encore 10 à 15 ans pour établir une égalité Est-Ouest. Mais le plus grave, c'est que la jeunesse s'en va, ce qui réduit nos chances de plus en plus. Il y a urgence, et pour la mairie, il faut arrêter l'hémorragie. Il est important de faire venir les entreprises ici pour que les gens ne partent pas dans des régions plus riches que la nôtre. Avec 2 fois moins d'habitants, la ville se transforme. Les bars vont devenir des forêts. Et dans la carrière, il y a désormais un lac. Hoyerswerda mise sur le tourisme pour sortir la tête de l'eau. Aux États-Unis, le FBI travaille en ce moment sur plusieurs enquêtes de terrorisme. Plusieurs personnes ont été interpellées, parmi elles un Afghan de 24 ans qui avait appris à fabriquer des explosifs dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. À Washington, Alain Chalvron et Aaron Diamond. À 19 ans, son destin vient d'être scellé sur cette route du Texas. Osam Smadi s'est fait piéger comme un novice qu'il est. D'origine jordanienne, il rêvait d'entrer au panthéon du terrorisme en faisant sauter cette tour de Dallas. Des agents du FBI déguisés en aspirants terroristes lui avaient complaisamment fourni des faux explosifs qu'il avait entassés dans un véhicule égaré dans le parking de l'immeuble. Provocation, sans doute, mais aux États-Unis, ça suffit pour envoyer le jeune homme en prison pour 20 ans. Même scénario dans l'Illinois. Michael Finton, américain de souche converti à l'islam, avait lui imaginé de faire sauter ce tribunal de Springfield. Là aussi, des agents du FBI lui avaient fourni de quoi perpétrer son forfait, des explosifs faux, naturellement. Nous lui avons fourni le matériel selon ses indications. C'est son plan, conçu par lui seulement. Nous n'avons fait que faciliter l'exécution de ce plan. Plus sérieux, car non provoqué, était le complot imaginé par cet Afghan de 24 ans, Najibullah Zazi. Il avait prévu de faire un attentat à New York pour l'anniversaire du 11 septembre. Formé aux explosifs au Pakistan l'an dernier, il a été pris la main dans le sac en achetant des produits chimiques en grande quantité
Des produits grand public qui, combinés, peuvent se révéler de redoutables explosifs, comme en Grande-Bretagne en 2005. C'est sans doute le projet d'attentat le plus sérieux que l'on ait vu depuis le 11 septembre. Des affaires en tout cas qui rappellent aux Américains qu'Obama ou pas, il y a toujours des gens qui rêvent de semer la terreur aux États-Unis. Cette semaine, l'actualité a été marquée par l'évacuation de la jungle de Calais. Près de 300 migrants ont été placés en centre de rétention dans le sud de la France notamment. D'autres, en revanche, qui avaient échappé aux interpellations, sont déjà de retour selon les associations. Ce soir, nous avons voulu comprendre pourquoi ces hommes venant en majorité d'Afghanistan rêvent d'Angleterre. Est-ce que cette destination ressemble véritablement à un Eldorado pour eux? Reportage à Canterbury avec Jacques Cardoz et Stéphane Guillemot. Ils n'en reviennent toujours pas. Tous ont le sourire. Il y a encore quelques mois, ils étaient dans la jungle de Calais. Aujourd'hui, les voilà dans ce centre social, plutôt accueillant. On a traversé la frontière facilement avec des passeurs et ensuite ils sont venus nous chercher en Angleterre et nous ont mis dans une maison. Nous sommes ici dans la ville de Canterbury, connue pour sa cathédrale et ses rues piétonnes, une région riche qui ne voulait pas voir d'immigrés dans ses rues et qui a donc créé ce centre il y a 8 ans. Il accueille une majorité d'Afghans, tous mineurs ou en tout cas déclarés comme tels, ce qui leur donne accès directement aux avantages sociaux. Dans mon pays, il n'y avait pas d'éducation. Ici, je peux me former et je peux parler l'anglais. Le centre dispense plusieurs heures de cours d'anglais par semaine et encadre ces jeunes dans toutes leurs démarches administratives. L'administration britannique leur octroie un logement comme celui-ci qu'ils partagent en général à plusieurs. En Angleterre, il n'y a pas de carte d'identité et certains ont même le droit à un petit salaire. L'assistant social nous donne 50 livres par semaine. Ce dispositif est ouvert à tous les immigrés considérés comme réfugiés politiques. Les mineurs y ont droit automatiquement. Les majeurs doivent formuler des demandes contraignantes, mais dans les faits, la plupart finissent par s'intégrer comme ces Afghans, arrivés eux en 2006. Le gouvernement nous traite normalement comme des êtres humains, comme n'importe quel habitant de ce pays. Maintenant, j'étudie l'informatique au collège. Plus conciliante avec certains immigrés, la Grande-Bretagne a aussi durci sa politique de reconduite à la frontière, 60 000 en 2008. Et grâce à une meilleure collaboration avec la police française, les autorités britanniques estiment avoir évité le passage d'environ 30 000 clandestins l'année dernière. Dans l'actualité à l'étranger, toujours en bref et en images, le pape Benoît XVI est arrivé aujourd'hui en Tchéquie, à Prague, pour une visite de 3 jours, et cela à quelques semaines de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Il a, je cite, rendu grâce pour la disparition des régimes de l'époque communiste en Europe. Des centaines de familles de Corée du Nord et de Corée du Sud se sont retrouvées aujourd'hui à la frontière, scène d'émotion. Ce type de retrouvailles avait été suspendu depuis 2 ans en raison des tensions entre les 2 pays. Ces familles, je vous rappelle, étaient séparées depuis maintenant plus de 60 ans. Et puis d'importantes inondations aux Philippines, les pires depuis une vingtaine d'années. Elles font suite au passage d'une tempête tropicale. À Manille, une grande partie des vols sont déroutés. Au moins 50 personnes ont été tuées à la suite de cette montée des eaux. On revient en France avec l'un des produits stars du moment. Les entreprises, les crèches ou encore vous, les particuliers, se ruent ces jours-ci sur ce que l'on appelle les gels hydroalcooliques. Ils sont destinés à combattre les bactéries et les virus et bien sûr celui de la grippe A par exemple. Alors efficace ou pas, en tout cas, le produit devient rare apparemment. Nathalie Sapena et Johan Nertombe. Dans cette pharmacie parisienne, impossible aujourd'hui d'acheter les gels hydroalcooliques habituels. Rupture de stock. Le pharmacien a dû se débrouiller. Donc ça, c'est tout ce que vous avez trouvé pour Actuellement, j'ai trouvé ça, oui. C'est un peu parfumé, cela. Donc c'était destiné aux enfants, normalement. Des produits pour enfants. En attendant la semaine prochaine, la livraison tant espérée. Car c'est la ruée sur ces gels à base d'alcool qui tuent bactéries et virus. 10 millions de flacons seront vendus cette année, 5 fois plus que l'an dernier. Vous en servez souvent? Oui, je viens de m'en servir, justement. Vous sortez du métro et vous vous nettoyez les mains? Moi, que je serre la main de quelqu'un, je mets un peu de gel. Pratique, durable, même le flacon ouvert, le produit reste actif et aussi efficace que du savon, à condition de respecter quelques règles.
vous frottez entre les doigts de cette façon, ensuite les pouces, et vous finissez par les ongles avec le gel qui reste au fond de la paume. D'accord. Et de cette façon, vous avez fait un nettoyage parfait, les mains sont à nouveau sèches et désinfectées. Les usines tournent à plein régime, mais si l'approvisionnement est parfois chaotique, il n'y a pas à proprement parler de pénurie, car on trouve désormais ces gels partout, en supermarché et même dans les bureaux de tabac. Il est 20h18 à suivre. Ce soir, la guerre des prix a bien lieu entre les opérateurs d'Internet, de téléphonie et de télévision. Et tous les coups, vous le verrez, semblent permis. Un samedi de sport avec du rugby et les résultats du top 14, du football européen. Et puis Gianni Longo en petite forme lors des mondiaux ce matin. Et puis une visite, celle de l'Expo Bardot qui va s'ouvrir mardi. Hommage à la star à la fin de ce journal. Mais avant cela, notre grand format ce soir. Coup de projecteur sur 8 millions de Français, 13% de la population, qui il y a quelques années ont été quelque peu contrariés. Mais désormais, les gauchers entendent bien reprendre la main. Ils revendiquent leurs différences et ils ont un porte-drapeau prestigieux en la personne de Barack Obama. Valérie Gagé et Mathieu Birden. À Brive-la-Gaillarde existe un magasin unique en France, entièrement consacré aux gauchers. Comment tu fais avec la règle? Tu pousses ou tu tires? Je pousse. Tu as tendance à pousser Alain Gallo-Bardès, le créateur du lieu, est attentif aux difficultés de ses clients. Il constate que ce collégien tire naturellement ses traits de la droite vers la gauche et lui propose d'essayer une règle graduée à l'envers. Pour faire ça, parce qu'à chaque fois, j'étais obligée de calculer à l'envers, j'étais obligée de partir du 30 pour aller à... Donc c'était assez difficile pour avoir les mesures. Oui, voilà. Du taille-crayon au ciseau, en passant par les stylos plumes et les équerres, il vend une centaine d'accessoires conçus pour les gauchers, ces mal aimés de l'école. Autrefois, au temps des porte-plumes et des encriers, être gaucher était une tare. Certains instituteurs n'hésitaient pas à leur attacher la main gauche dans le dos ou à la placer dans une chaussette pour les forcer à rentrer dans le rang. Des pratiques aujourd'hui disparues, selon les parents des petits gauchers. Ce que je trouve bien, c'est qu'on ne les oblige plus à écrire de la main droite. Parce que j'ai connu cette époque. Et là, on la laisse libre et je trouve que c'est très bien. Et elle écrit même pas mal d'ailleurs. 4 sur combien d'élèves? Sur 13. Pour Alain Gallo-Bardès, ne plus contrarier les gauchers ne suffit pas. Il faut les recenser et leur offrir une pédagogie adaptée. Cette école de Brive a accepté de tenter l'expérience. On commence par là. Dans cette classe de CP et de CE1, 4 élèves sur 13 sont gauchers. Si tu essayais de tourner un peu ton ardoise, parce que si tu continues, tu vas les effacer tes E au fur et à mesure que tu vas les faire. Alors essaye. Certains élèves ont déjà des difficultés et des techniques de contournement. Je vois pas bien là où je tire mon trait. Alors comment tu fais? Ben, je me mets debout, au moins je peux voir mon trait. Tu me montres? Je pense qu'on ne se rend pas compte. Les gauchers ne disent pas forcément comment ils le vivent, donc ils s'adaptent. Donc il n'y a pas encore eu de... Comme ils s'adaptent, on ne les voit pas. Voilà, comme ils s'adaptent, ils se fondent dans la masse, donc on ne va pas faire quelque chose pour eux. Enfin, pour aider les gauchers, il y a pourtant des trucs tout simples. Par exemple, placer les modèles à recopier à droite de la feuille plutôt qu'à gauche et prévoir un plan de classe adapté. Il vaut mieux que les gauchers soient du côté gauche de la classe, parce que comme ils monopolisent cette main-là, ils vont avoir toute la mobilité dont ils ont besoin pour poursuivre les activités qui se passent. À cet âge-là, avec de l'attention et des outils adaptés, l'enseignant peut facilement rectifier le trait. Le but, éviter ces contorsions du poignet, ces postures improbables observées chez les plus grands, comme cet élève de 5e qui renverse complètement son cahier pour écrire de bas en haut. Les gauchers ont l'art de s'adapter. Einstein, Hendrix, Léonard de Vinci sont là pour le prouver. Les gauchers brillent dans tous les domaines, jusqu'à la Maison-Blanche. Une image, celle de la mobilisation d'Handicap International pour sensibiliser le public contre les bombes dites à sous-munitions. Elles ne tuent pas toujours, mais elles mutilent terriblement. Dans 32 villes, et comme ici à Paris, des pyramides de chaussures ont été une nouvelle fois le symbole de cette campagne. On en vient à la question conso de ce samedi. Elle concerne aujourd'hui les opérateurs de téléphonie, d'internet et de télévision. Car la guerre des prix a bel et bien lieu entre les différents réseaux. Mais alors comment s'y retrouver et surtout, est-il désormais plus facile de se désabonner? L'enquête est signée Valérie Lerouge et Lorraine Christoflour.
Des débits toujours plus hauts, des promos toujours plus agressives, la bataille entre opérateurs monte d'un cran et tous les coups sont permis. En ce moment, chaque fournisseur ou presque rembourse les frais de résiliation si vous quittez son concurrent. Il faut lutter contre ce que les pros appellent le taux de churn. Le taux de churn, c'est le fait que tous les mois, il y a un certain nombre de clients des opérateurs qui changent d'opérateur. Je crois que la moyenne nationale en ce moment en France, ça va être autour de 15%. Donc 15% de vos clients, tous les mois, s'en vont, vous quittent. Donc vous êtes obligé de réagir. En 2005, il y avait encore 12 opérateurs, il n'en reste que 7 aujourd'hui. Orange, SFR et Free s'accaparent 80% du marché. Alice, Bouygues Télécom, Numéricable et le dernier venu d'Artibox se partagent le reste. C'était pas une gondole comme ça avant? Et contrairement aux idées reçues, moins il y a d'opérateurs, plus la concurrence est rude. D'accord. On est moins nombreux en tant qu'opérateurs qu'il y a quelques années, donc les opérateurs qui restent sont plus puissants, donc ils communiquent plus, donc oui, la bataille est plus rude. J'aurais voulu savoir comment on pouvait résilier en fait, comment ça se passait techniquement, quels étaient les frais. Résultat, on ne vous lâche pas comme ça. Si la loi a simplifié la procédure de résiliation l'an passé, les opérateurs essaient de vous retenir. Pourquoi vous nous quittez? Le commercial vante les mérites de mon opérateur durant 5 minutes avant de céder et de m'indiquer la procédure de résiliation. Pour simplifier ces démarches, des sites spécialisés ont même vu le jour. Mais si les tentations de changer d'opérateur sont nombreuses, il ne faut pas y succomber sans réfléchir. Pourquoi pas, si ce nouveau service correspond à vos besoins, si les frais de résiliation de votre opérateur actuel sont importants, mais il faut se poser la question, est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous y êtes bien? Est-ce que ça correspond à vos besoins? Si oui, c'est peut-être pas la peine de bouger pour ne pas avoir à dépenser des frais de résiliation que vous n'auriez peut-être pas payés. Le combat de boxe n'est pas fini. Numéricable vient d'annoncer une offre télé, téléphone et internet 10 € moins cher que ses concurrents. La riposte ne devrait pas tarder et brouiller un peu plus le marché. On revient maintenant à l'information que je vous donnais en tout début de journal, cette fusillade cet après-midi en Seine-Saint-Denis dans un quartier de Saint-Ouen. Fusillade entre bandes rivales qui a fait 2 morts. On va retrouver sur place tout de suite Arnaud Comte. Bonsoir Arnaud, est-ce que vous disposez ce soir d'un peu plus d'informations sur cette fusillade ? Bonsoir Laurent, ce que l'on sait c'est que la fusillade aurait eu lieu ici dans le quartier Arago où je me trouve vers 17 h. 2 bandes rivales de Saint-Ouen se seraient affrontées pour des questions de territoire et notamment pour des questions de contrôle de trafic de stupéfiants. Alors dans des circonstances que l'on ignore encore, qui ne sont pas bien précises, 2 jeunes ont perdu la vie, tués par balle. L'un d'entre eux est mort sur place, l'autre quelques minutes plus tard à l'hôpital. Les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé un pistolet mitrailleur sur la scène du drame. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'à Saint-Ouen un tel drame a lieu. Déjà au mois de juillet, un jeune adolescent avait été tué à coups de batte de baseball. Alors ces 2 affaires sont-elles liées? Il est encore trop tôt pour l'affirmer. Ce que je peux vous dire, c'est que les enquêteurs travaillent sur la scène de crime et que le quartier est ce soir entièrement bouclé. Merci Arnaud Comte en direct de Saint-Ouen. Un samedi de sport avec les résultats du top 14. Perpignan s'est imposé face à Clermont et le choc entre Toulouse et le Stade Français a accouché d'une souris du football avec le doublé de Benzema avec le Real et puis les mondiaux de cyclisme avec une Gianni Longo en petite forme aujourd'hui. Tout cela commenté par Julien Benedetto. Entre potes, on se fait la bise et ce n'est pas un match de tennis qui va ternir la longue amitié. Tournoi de Metz, demi-finale. Gaël Monfils élimine le revenant Richard Gasquet en 2-7, 6-4, 6-3. Gasquet disputait là son premier tournoi en France depuis son contrôle positif à la cocaïne. Il a parfois flirté avec son meilleur niveau, mais il est battu par Monfils qui affrontera demain en finale l'Allemand Kohlschreiber. Top 14 de rugby, parfum de revanche pour ce match au sommet. Comme en finale il y a 3 mois, Perpignan domine encore Clermont 19-3, avec notamment cet essai de Grand Claude. Les Catalans s'installent en tête du championnat. Et puis match nul sans saveur dans l'autre choc du jour entre Toulouse et le Stade Français. 9 partout, des points uniquement marqués au pied par Michalak d'un côté, Boxis de l'autre. À bientôt 51 ans, la mamie du sport français court toujours. Gianni Longo se classe 48e des championnats du monde en Suisse. Quand Gianni remportait ses premières courses, Tatiana Guderzo n'était pas née. L'Italienne de 25 ans est sacrée aujourd'hui championne du monde. Enfin, Karim Benzema brille avec le Real Madrid. Pas toujours titulaire ces derniers temps, l'attaquant des Bleus inscrit 2 buts cet après-midi contre Tenerife. Le Real s'impose 3-0. L'OM
prochain visiteur du stade Santiago Bernabéu, peut trembler. Mardi s'ouvrira à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, une exposition consacrée à une icône, une star française au destin mouvementé. Brigitte Bardot, alias Bébé, sera à l'honneur grâce à des images, des objets, des témoignages de ses amis. Bardot qui fêtera lundi ses 75 ans. Marie Jojoin, Guillaume Michel. J'en ai assez de voir votre tête partout. J'en ai assez de toutes vos histoires. Est-ce que vous n'allez pas bientôt leur foutre la paix à tous ces pauvres garçons? L'immersion est brutale. Dès l'arrivée, on est propulsé dans la folie Bardot. Hystérie, drame, scandale et polémique, suscités par la plus belle et la plus libre des actrices. Qui se demande jusqu'où peut aller une hystérie pareille. J'ai été ce que j'avais envie d'être. Je ne rougirai jamais de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai été. Bon, hein, c'est bon. Admirable. Créateur de l'exposition, Henri-Jean Servat guide notre invité Robert Hossein, ami de Brigitte Bardot, son partenaire dans le repos du guerrier. Passage par le contexte de l'époque, tandis que Madame Coty sert la soupe à son président de mari, Brigitte Bardot a 22 ans et renvoie joliment ses consoeurs corsetées au vestiaire en apparaissant allongée nue dans le film de Roger Vadim. Vous avez des pieds de marquise. Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable. Moment d'émotion lorsque Robert Hossein découvre le mur consacré au repos du guerrier, film dirigé par son ami Roger Vadim. Eh ben, c'est une des scènes où elle et moi, nous nous aimons. Non, vous voyez, je suis plein d'une immense nostalgie. Et je vois ce visage, ce naturel, cette vérité, ce quotidien. De 1952 à 1973, lorsqu'elle arrêta le cinéma, une belle traversée de ses films, ses amours, ses tubes, jusqu'à son combat pour défendre les animaux. Vous savez que le rêve de Bardot, c'était quand elle était enfant, elle avait 7 ans ou 8 ans. Quand je serai grande, j'achèterai une ferme et je mettrai les animaux dans cette ferme. Je les soignerai et ils mourront tranquilles et en paix chez moi. Elle n'a fait du cinéma que pour ça. Pour son anniversaire le 28 septembre, Brigitte Bardot visitera l'exposition en privé. Elle ne veut plus être filmée. J'ai l'impression qu'en allant voir cette exposition, à un moment donné, vous allez me retrouver en larmes. Vous êtes certainement nombreux à avoir profité de ce joli samedi de septembre car le beau temps était au rendez-vous aujourd'hui dans plusieurs régions. Par exemple, il a fait beau et chaud cet après-midi près de la Méditerranée. 27 degrés à Ajaccio, 26 à Marseille, à l'ouest, 24 à Bordeaux. Et plus au nord, en Bretagne, le soleil était également au rendez-vous dans le golfe du Morbihan où Jacques Deveau et Michel Hiver ont promené leurs caméras. Non, ce mini-été indien n'a rien d'exceptionnel. Tout le monde à Arradon s'accorde à le dire. En Bretagne, septembre est souvent plus beau que juillet. Pour autant, on ne joue pas les blasés et on en profite. On a eu du vent, on a du soleil, c'est formidable. Rien de tel pour la navigation à un petit week-end de septembre. Tout ce qui peut flotter semble être sur l'eau. Voilier, kayak, bateau à moteur. Bien sûr, il y a les spécialistes, mais pas seulement. Bruno, le loueur de bateaux, ne chôme pas. Les gens, en fait, je pense, veulent être certains de la météo. Et donc, ils regardent ça juste après s'être levé, je pense, le matin, et donc décident de venir. Et par exemple, ces gens-là ont appelé en milieu de matinée pour partir là à 12h30. Avec ce petit supplément d'été, l'occasion est trop belle de partir à la découverte du golfe et de ses îles. On se fait marin, juste l'espace d'un après-midi. C'est une première pour nous tous. On a un pilote là qui est confirmé, mais on lui fait confiance et on lui confie notre vie. C'est fou comme le soleil donne le sourire. Même le pêcheur ne nous en veut pas de le sortir de sa solitude. Même s'il pleut, hein, nous, ça ne nous gêne pas. De toute façon, on est sur l'eau quand même, alors ça ne change pas grand-chose, mais c'est plus agréable. Sûrement plus agréable, surtout s'il s'agit du week-end. Pour beaucoup, ce sera une dernière sortie en mer, et puis il faudra songer à remiser le bateau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. 20h35, musique avec vos chanteurs préférés, présentés par Laurent Ruquier. Demain, je vous retrouve pour l'information à 13h. Et puis pour notre rendez-vous politique du dimanche, dès 13h15 en direct, Rachida Dati et Patrick Poivre-d'Arvor commenteront toute l'actualité de la semaine. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère.
L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.